de ton projet d'écriture, mais surtout la fondatrice d'un programme qui s'appelle le programme Édito. Édito, ça l'enseigne de A à Z, une petite étape à la fois. Comment prendre notre projet de livre qui est dans notre tête puis de le transférer vers notre cœur. Tout ça dans l'optique de le concrétiser un pas à la fois. Tout ça dans l'optique d'être capable de le faire imprimer puis de pouvoir le tenir un jour dans nos mains, puis d'être capable de le présenter tout simplement au monde entier. Écoute, je tiens à te remercier. Je tiens à te remercier parce que ça fait déjà 3 vidéos que tu prends le temps de m'écouter. Je tiens à te remercier aussi de m'avoir laissé des questions, d'avoir osé m'écrire pour me faire part de tes commentaires, pour me faire part de tes craintes aussi, puis de qu'est-ce qui t'empêche d'avancer un pas à la fois. Écoute, aujourd'hui, j'ai envie de me déposer avec toi dans le cadre d'une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes tes questions, aux principales questions qu'on me pose le plus fréquemment lorsqu'on parle d'un projet de livre. Très souvent, les gens m'écrivent sur les médias sociaux. Les gens m'écrivent par courriel. Les gens prennent le téléphone et ils m'appellent. Ils me disent « Suzy, j'ai des questions. Je sais que tu es une personne qui peut répondre à mes questions. Est-ce que tu as quelques minutes à me consacrer? » Règle générale, ça me fait plaisir de répondre à un courriel. Ça me fait plaisir de répondre au téléphone et d'aider un jeune auteur à percer dans le domaine. Mais très souvent, je me rends compte que malheureusement, j'ai juste 24 heures comme tout le monde. Je dois faire vite, je dois être bref, je dois être concise dans les courriels, dans les messages que je réponds aux gens. Et très souvent, ça me fait mal au cœur, ça, parce que je me dis, je pourrais tellement aider le plus grand nombre de personnes possible, parce que très souvent, les questions qu'on me pose sont les mêmes. Je me dis souvent, si je faisais une vidéo, et si je prenais le temps de prendre le temps de répondre aux questions qu'on me pose le plus fréquemment possible, le plus fréquemment, est-ce que je serais capable d'aider des personnes? Est-ce que je serais capable d'aider plus d'auteurs, de maximiser mon temps pour aider encore plus d'auteurs? Et c'est exactement dans cette optique-là que j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais me déposer avec toi et je vais tenter de répondre aux 15 questions qu'on me pose le plus fréquemment. Ces 15 questions-là, avec les réponses que je vais te donner, j'espère de tout cœur que ça va t'aider à mettre sur pied ton projet de livre d'une façon plus facilement. J'espère que ça va te donner encore une fois de la valeur ajoutée, qui va te permettre enfin de concrétiser ton rêve, puis de tenir ton livre dans tes mains, puis de pouvoir le présenter au monde entier tout simplement. Donc la première question qu'on me pose très souvent, c'est « Suzy, comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on veut monter un projet de livre? » Je sais qu'il y a différentes étapes, mais c'est quoi ces étapes-là? Lorsque moi, jeune auteur, je décide de mettre sur pied un projet de livre, à quoi est-ce que je dois m'attendre en termes d'efforts, en termes d'énergie, en termes d'étapes, en termes de temps? C'est certain qu'à la base, produire un projet de livre, ça dépend de chaque personne. Tu peux produire un projet de livre en quelques mois, comme ça peut te prendre quelques années pour être capable de le mettre sur pied. Ça dépend de l'énergie que tu vas y mettre. Ça dépend si tu es une personne qui est rapide, qui n'est pas rapide. Ça va dépendre aussi de ton investissement personnel en termes de temps et d'argent que tu veux mettre à ce projet-là. Puis on a tous peut-être un autre travail aussi, on a tous d'autres occupations, donc ça va dépendre aussi du temps dans ta semaine que tu es capable de mettre là, sur ton projet. Mais peu importe que tu réalises ton projet de livre en 4 mois, en 6 mois, en 9 mois ou en 1 an et demi, il y a 4 étapes auxquelles tu vas traverser. Peu importe que toi, tu décides de faire l'autopublication ou l'édition traditionnelle, tu vas traverser 4 principales étapes. Et ces 4 étapes-là vont te permettre, à un moment donné, de tenir ton livre dans tes mains. Donc, les 4 étapes, c'est ce que j'appelle l'écriture, la conception, l'impression et la promotion. La première étape, l'écriture, c'est certain que tu vas devoir t'asseoir. Tu vas devoir te poser les questions. C'est quoi le titre approximatif que je veux mettre sur mon livre? C'est quoi le thème que je veux aborder? C'est quel type d'histoire que je veux écrire? C'est quel type de personnage est-ce que je veux créer? C'est quoi le nom de mes personnages? À un moment donné, tu vas t'asseoir devant ton ordinateur ou devant des feuilles blanches et tu vas élaborer un plan. Un plan qui va être détaillé dans un fil conducteur qui va être logique. Et après ça, tu vas te déposer plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs jours. Et tu vas écrire une étape à la fois chacun de tes chapitres de ton livre. À un moment donné, même si tu as l'impression d'avoir le syndrome de la page blanche dès le début, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as 25, 30, 50, 100 pages, 150 pages.
Et si tu es une personne comme moi qui déborde de créativité, tu vas te rendre compte que tu as une histoire qui est potentielle, que tu as une histoire qui est plausible devant toi et que tu dois faire des choix pour être capable de synthétiser et raccourcir ton écrit. Donc tout ça, ça fait partie de l'étape de l'écriture. C'est une étape qui est passionnante, c'est une étape qui permet de libérer sa créativité, de concrétiser son projet. C'est une étape aussi qui est difficile parce que des fois, ça demande de la relecture, des fois, ça demande du peaufinement, des fois, ça demande de l'amélioration. C'est une étape aussi qu'en termes de confiance en nous, on n'est pas toujours certain. C'est bien beau d'écrire un manuscrit, mais on n'est pas certain que ça va plaire au lecteur. On n'est pas certain d'être accepté à cette étape-là par une maison d'édition traditionnelle. On n'est pas certain de vouloir mettre l'énergie pour entamer l'auto-édition. Donc, même si l'étape de l'écriture est une étape importante en soi, est une étape qui permet de libérer la créativité de l'auteur, c'est une étape qui est difficile aussi. Et c'est une étape que si tu commences de la bonne façon, c'est celle-ci qui va te permettre de concrétiser ton projet. C'est celle-ci qui va te permettre de réaliser ton rêve en bout de ligne. Donc ça, c'est une étape qui est cruciale au niveau du développement de ton projet d'écriture, tout simplement. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'étape de la conception. L'étape de la conception, ça va être de trouver la page couverture. Ça va être d'engager un graphiste pour faire ta page couverture. Peut-être d'engager un illustrateur qui va faire ta page couverture. Que ce soit ta maison d'édition qui défraie les coûts toi-même, ça fait partie de l'étape de conception, de conceptualiser ton produit. Au niveau de la quatrième de couverture, dans l'étape de conception, tu vas peut-être, comme moi, choisir de faire affaire avec un photographe professionnel qui va prendre une photo de ta vignette, qui va le mettre en quatrième de couverture. Dans l'étape de conception, tu vas travailler avec différents experts. Un des experts avec lequel tu vas travailler souvent, ça va être ton graphiste, qui non seulement va te donner des conseils au niveau visuel, qui va te donner des conseils au niveau de la vente aussi, de comment ton produit peut être mis sur pied et peut être réalisable, peut être conceptualisé pour être capable de se démarquer de la compétition des autres auteurs, tout simplement. Ton graphiste va procéder aussi à la mise en page de ton livre. Ton graphiste va te suggérer des polices de caractère qui va faire en sorte que ton livre va être lu plus facilement par le lecteur. Ça, c'est une personne qui est au cœur de la conceptualisation et ça, c'est une personne avec laquelle tu vas travailler main dans la main. Si tu décides de faire affaire avec une maison d'édition aussi, tu vas travailler en étroite collaboration avec les correcteurs, avec les réviseurs de ta maison d'édition, avec ton éditeur qui va te donner des conseils, qui va dire le comité de lecture a retenu ton manuscrit, mais tu dois y mettre quelques améliorations. Dans l'étape de conception, le but c'est d'améliorer le livre pour qu'il soit le mieux possible, de meilleure qualité aux yeux de ton lecteur idéal, tout simplement. Si tu décides d'être auto-publié, tu vas travailler avec les mêmes experts. Donc l'étape de conception, c'est une étape qui demande de faire certains compromis. C'est une étape qui demande un travail d'équipe, mais il ne faut jamais oublier que même si tu as des experts qui sont autour de toi, c'est ton livre, c'est ton produit, c'est toi qui l'as écrit, ce livre-là. Donc, l'étape de conception, c'est important de comprendre que oui, on absorbe la critique constructive, que oui, on travaille en étroite collaboration avec des gens, que oui, on doit être enthousiaste, mais il ne faut pas oublier que c'est ton livre qui doit te représenter. Donc, tu vas être au cœur de toutes les étapes de conception. Très souvent, le jeune auteur qui commence laisse ça de côté, il laisse ça entre les mains d'experts, puis il dit ils vont être capables de m'arranger quelque chose de qualité. Mais il ne faut pas oublier que tu fais partie intégrante de cette étape-là et que c'est ton produit qu'on est en train de mettre en marché. Donc, tu dois travailler en étroite collaboration et tu dois y mettre aussi tes opinions, toujours en tenant compte de l'expertise des gens dans le but d'être capable de faire un travail de qualité. Mon premier éditeur, M. Jacques Simard, lorsque j'ai signé mon contrat d'édition, il me dit « Suzy, dans le fond, l'étape de conception, c'est comme un mariage un peu avec sa maison d'édition. Plus on va travailler main dans la main dans toutes les étapes de réalisation, de production de ton livre, mais plus les ventes vont être solides en bout de ligne, puis plus tu vas être fier d'avoir un livre à succès devant toi. » La troisième étape, on la néglige souvent, c'est ce qu'on appelle l'étape d'impression. C'est certain que si tu fais affaire avec une maison d'édition, cette étape-là, tu ne vas peut-être pas nécessairement la voir passer, outre le fait qu'ils vont te demander une dernière approbation avant de l'envoyer dans les mains de l'imprimerie. Par contre, c'est une étape qui est importante
Parce que le choix de l'imprimeur, le choix de la qualité du papier, le choix de la qualité du carton de ta page couverture, si tu décides de prendre un papier, un carton qui est mat versus un papier qui est illustré, ça va affecter l'image globale de ton livre. Donc, c'est important de s'assurer si tu fais l'autopublication, si tu travailles à compte d'auteur ou même si tu fais affaire avec une maison d'édition, de s'assurer que le visuel de ton livre qui va arriver en 3D est de qualité. Moi, lorsque j'ai produit mon livre Escapades Répit Bonheur, je me suis posé la question, est-ce que je prends un carton illustré ou est-ce que je prends un carton mat? Avec ma graphiste, on a fait des tests. J'ai envoyé ma page de couverture chez Bureau en Gros. Je leur ai demandé de l'imprimer dans un carton qui est mat, dans un carton qui est illustré. Et c'est comme ça, par la suite, que j'ai été capable de prendre les bonnes décisions. Comme plusieurs éditeurs, je me suis posé la question, est-ce que je décide de prendre du papier recyclé? Est-ce que je décide de prendre du papier ordinaire? Est-ce que la police de caractère dans laquelle est écrit mon livre est de qualité? Avec le papier, est-ce que ça va bien ressortir? Est-ce que mon lecteur va être capable de lire mon livre parce que j'ai choisi la bonne grosseur de caractère? Est-ce que la page couverture, une fois imprimée avec le titre, c'est visible pour mon lecteur? Est-ce que ma quatrième de couverture est de la bonne couleur, fait en sorte que le lecteur est capable de bien me lire? Est-ce que ma photo qui est en bas est visible au niveau de mon lecteur? Est-ce qu'elle est de belle qualité si je l'imprime sur un papier illustré versus un papier carton? Moi, est-ce que mon logo en bas est suffisamment grand? Donc, c'est toutes des questions auxquelles tu vas te poser et c'est toutes des questions que ton imprimeur va pouvoir t'aider. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais choisir un imprimeur, ça nécessite des coûts. Et pour le même travail, il y a des imprimeurs qui vont te charger 1, 2, 3 $ plus cher si tu décides de défrayer toi-même tes coûts d'impression. Donc, c'est important de faire des soumissions, c'est important de se poser la question, c'est quoi mon budget, puis jusqu'où je suis prête à payer, mais versus aussi jusqu'où je suis prête à économiser pour être capable d'avoir un produit de qualité. Donc, l'impression, c'est une étape qu'on ne doit pas négliger. Et très souvent, les jeunes auteurs négligent cette étape-là. Et lorsqu'ils reçoivent leurs 100, 200, 300 premières copies, ils regardent le visuel et disent « Ouais, c'est pas tout à fait le livre que je voulais avoir dans mes mains. » Donc, c'est important de faire des tests et c'est important de travailler avec des professionnels au niveau de l'impression. La quatrième étape, j'en ai parlé au cours des 3 dernières vidéos, mais pour moi, c'est une étape qui est fondamentale. C'est ce que j'appelle l'étape de promotion. On ne décide pas de commencer à entamer des étapes de promotion une fois qu'on a notre livre dans nos mains. C'est un travail d'arrache-pied qui commence dès le départ, dès le moment où tu te poses la question « c'est qui mon lecteur idéal ?» Dans toute l'étape de conception, tu dois parler de la promotion avec les gens avec lesquels tu vas travailler parce que ces personnes-là vont te donner une expertise qui va être précieuse. Ton correcteur, ça se peut qu'elle dise « ouais, mais si tu t'adresses à des femmes plus âgées, ton style d'écriture, il y a certaines phrases, il y a certains mots que tu utilises qui ne sont peut-être pas adaptés à cette clientèle-là. » Donc, c'est important de mettre ton plan marketing le plus vite possible sur les rails. De planifier tout au long de ton projet tes stratégies marketing que tu vas mettre sur pied pour être capable de vendre ton livre de la bonne façon. Tout ça pour être capable d'avoir des ventes. Tout ça pour être capable d'attirer le plus de lecteurs possible. Tout ça pour être capable d'attirer les médias, d'être capable de faire un beau lancement et d'avoir un livre à succès auquel tu rêves. Peut-être même un best-seller, qui sait. Donc ça clôture la première question qu'on me pose le plus souvent. La deuxième question qu'on me pose le plus souvent, c'est ce qui a trait au profit. On me pose la question, Suzy, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsqu'on a notre livre, comment est-ce qu'on se distribue le profit? C'est à quoi je dois m'attendre en tant qu'auteur en termes de profit? Est-ce que je vais devenir millionnaire avec mon livre? Ou au contraire, est-ce que je vais en récolter que des peanuts en bon québécois, comme on dit? En fait, dans le domaine du livre, il y a différents intermédiaires qui travaillent en étroite collaboration dans le but de rendre ton livre accessible en librairie. La librairie, c'est vraiment l'endroit où est-ce que le lecteur va se présenter pour acheter ton livre. La librairie, règle générale, garde environ 40% de profit sur ton produit. Donc, même si ce n'est pas elle qui a mis le plus d'efforts, même si ce n'est pas elle qui a mis le plus d'énergie, c'est elle qui, en bout de ligne, va récolter la plus grande part de profit et c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne dans le marché traditionnel. Donc, dès que ton livre va être disponible sur les tablettes et que le lecteur va acheter ton livre, supposons 20 $,
il y a déjà 8 $ que tu vas perdre de profit parce que ce 8 $-là va directement à la librairie. Qui très souvent, lorsque tu décides d'entamer l'autopublication, je vais en parler plus loin, va prendre tes livres en consignation. Le deuxième intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le distributeur-diffuseur. Cette compagnie-là, c'est la personne qui va entreposer tes livres dans un entrepôt. C'est la personne qui va prendre un représentant et qui va l'emmener en librairie pour être capable de présenter ton livre dans un catalogue et pour être capable de mousser tes ventes. Très souvent, le distributeur, le diffuseur, c'est la même personne. Et le mot magique qui symbolise cet intermédiaire-là, c'est représentant. C'est la personne qui va s'occuper non seulement de distribuer ton livre, mais de le vendre aussi au niveau de la librairie. Ce représentant-là, très souvent, c'est un employé qui est rémunéré et qui appartient à une entreprise. Au Québec, une des plus grosses, c'est Prologue. Donc, ce diffuseur-distributeur-là, règle générale, va amasser 20 % de profit. Donc, avant même que ton éditeur et que toi-même ayez du profit, comme tu viens de le comprendre, il y a déjà 60 % de ton produit qui est distribué entre la librairie et le diffuseur-distributeur. Le troisième intermédiaire, c'est ce qu'on appelle la maison d'édition. La maison d'édition, c'est la personne, règle générale, qui va défrayer les coûts d'impression, les coûts de correction, les coûts de mise en page, les coûts de graphiste. Mais cette maison d'édition-là, en bout de ligne, lorsque ton livre va se vendre, va récolter environ 30 % de profit lorsque ton livre se vend en librairie. Si tu fais les calculs, malheureusement, il ne reste que 10 % de profit pour l'auteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs qui décident de ne pas faire affaire maintenant avec le trajet traditionnel. Je vais te l'expliquer en répondant à d'autres questions, je vais te l'expliquer dans le cadre de d'autres vidéos. Mais maintenant, avec Internet, maintenant avec la technologie, on est en train de redonner le pouvoir à l'auteur. Parce que malheureusement, depuis des décennies, c'est l'auteur qui a l'idée de génie, puis c'est l'auteur qui est le moins rémunéré. En bout de ligne, lorsqu'on fait des ventes en librairie, tout simplement. Donc, si tu as bien compris, la librairie garde 40 %, le diffuseur-distributeur va conserver 20 % de profit, ta maison d'édition 30 % et toi 10 %. C'est pour ça que si tu décides d'entamer un processus d'auto-édition ou tu décides de prendre une maison d'édition qui va entamer eux-mêmes des démarches de diffusion et de distribution, ta marge de profit peut être augmentée. Parce que moins qu'il y a d'intermédiaires à un produit, bien, plus la marge de profit est accessible à tout le monde. Parce qu'un produit, ça se vend 100 % au total de profit. On a 100 % de possibilité de faire des profits. Donc, moins qu'il y a d'intermédiaires dans la ligne, mieux c'est. On me pose aussi souvent la question, Suzy, ça c'est bien beau en librairie, je sais que je vais faire moins d'argent et j'accepte que ce soit comme ça. Mais moi, dans mon entourage, j'en ai du marché chaud. J'en ai des gens qui sont prêts à acheter un livre et je le sais que c'est plus payant s'ils passent par moi. Comment est-ce que ça fonctionne si je fais affaire avec une maison d'édition traditionnelle pour être capable d'avoir accès à mes propres livres, pour être capable de le vendre à mon entourage? Parce que c'est certain que si ton entourage passe par toi, ton profit va être plus élevé que s'il passe en librairie auquel tu vas te faire juste 10 %. Et la plus-value de passer par toi, c'est aussi d'obtenir une dédicace, d'avoir un livre dédicacé. Et ça, souvent, les auteurs et les lecteurs sont fiers d'avoir un livre qui est dédicacé. Et c'est pour ça qu'ils vont passer très souvent par les auteurs, pour les encourager, pour avoir un livre dédicacé, ou tout simplement parce que c'est des membres de ton entourage qui veulent avoir accès à ton produit. Donc, si tu fais affaire avec une maison d'édition traditionnelle, tu vas avoir la possibilité d'obtenir entre 10 et 20 livres gratuits au départ. Ces livres-là, ils vont être acheminés par la poste. Tu vas pouvoir faire 100 % de profit avec ces livres-là. Donc, ça peut être intéressant de dire, je vais choisir les 10 personnes qui ont le plus d'intérêt pour mon livre et c'est à eux que je vais offrir ces 10 livres gratuits-là. Ou tout simplement, tu peux avoir une démarche de marketing qui dit que ces 10 livres-là, tu vas les donner à des gens qui ont beaucoup de contacts qui vont te permettre de parler plus souvent de ton livre. Une fois que tu vas avoir écoulé ces 10 ou ces 20 livres-là, tu vas avoir la possibilité d'acheter ton livre à rabais auprès de ta maison d'édition. Règle générale, tu vas l'acheter à peu près à 50 % de rabais. C'est certain que si tu en achètes 2, 3, 400 livres, ça se peut que tu aies une entente avec ta maison d'édition. Moi, dans mon cas, lorsque j'ai commandé mes 400 livres auprès de Québec Livre, j'ai acheté mon livre environ à 7 $.
Donc, si tu décides d'acheter tes livres à rabais, mais de le vendre au même prix qu'ils se vendent en librairie auprès de ton entourage, c'est là que tu vas te faire plus de profit. Dans mon cas, je le vendais 20 $, mon livre Chocolaté Votre vie de bonheur. Et puisque je ne l'achetais que 7 $, j'avais 13 $ de profit du livre. C'est là que dans mon cas, ça a été plus rentable. Vu que j'étais conférencière, j'en vendais beaucoup dans mes conférences et que c'est comme ça que j'ai été capable de maximiser mes profits en vendant mon premier livre, tout simplement. À ce prix-là s'ajoute toujours ton 10% d'auteur. Donc, c'est intéressant d'acheter ces livres à rabais et de les vendre au même prix auprès de son entourage parce que tu peux aller chercher, incluant ta ristourne, jusqu'à 60% de profit. Et c'est comme ça que tu vas être capable de rentabiliser tes fonctions et c'est comme ça que tu vas être capable d'avoir un revenu supplémentaire par les ventes de tes propres livres, tout simplement. La troisième question qu'on me pose le plus souvent, c'est en lien toujours avec la vente, mais en lien avec la fameuse vente de livres en bibliothèque. On me pose souvent la question, Suzy, si je décide de faire de l'autopublication ou d'ouvrir ma propre maison d'édition, est-ce que je vais être capable de vendre mes propres livres en bibliothèque? Parce que ça, c'est une source de profit qui peut être intéressante de prime abord parce que le but d'une bibliothèque, c'est de se procurer un livre. Au Québec, malheureusement, la réponse est non. Il y a des lois, je ne veux pas tout t'expliquer les lois, mais il y a des lois qui justement, pour conserver le marché serré, qui dit qu'une bibliothèque doit se procurer ton livre, malheureusement, par une librairie locale. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne pour être capable de faire rouler l'économie. C'est la même chose pour les cégeps, c'est la même chose pour les universités. Ils doivent se procurer les livres, pas auprès de la maison d'édition, ni auprès de l'auteur, mais auprès de la librairie. Donc, c'est pour ça que même si tu travailles en autopublication, ça va être important de faire affaire avec 4, 5, 6 librairies dans différentes régions du Québec qui vont accepter d'avoir ton livre en consignation pour être capable de le vendre en bibliothèque parce que malheureusement, les bibliothèques ne vont pas passer directement par toi. J'ai entendu dire par des auteurs qui sont amis, qui habitent au Nouveau-Brunswick, qu'au Nouveau-Brunswick, c'était possible de vendre son livre directement en bibliothèque. Par contre, ce n'est pas des sources sûres gouvernementales et je ne peux pas en émettre la garantie totale. Donc, ça va être important pour toi de t'informer des lois de ton pays, de t'informer des lois de ta région et de poser la question tout simplement au gouvernement, aux fonctionnaires, est-ce que j'ai le droit de vendre mon livre en bibliothèque? Et ça va t'aiguiser en ce sens-là au niveau de ta question. Parce qu'au Québec, on ne peut pas et je ne peux pas garantir que dans d'autres endroits dans le monde, on peut le faire. Mais c'est certain que si c'est possible, ça peut peut-être être une avenue intéressante justement pour rentabiliser ton produit puis pour t'assurer d'avoir plus de profit. Parce que le but d'une bibliothèque, c'est d'acheter un livre, donc ça peut mousser tes ventes. Qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'entamer la stratégie que moi j'ai faite avec mon deuxième livre. Moi, je suis une jeune maison d'édition, donc pour l'instant, je ne suis pas encore en librairie. Je suis en train de négocier avec une maison de distribution. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes ambassadeurs, aux gens qui croient en mon livre, aux gens qui croient en mon produit, d'aller dans leur bibliothèque et de commander mon livre. À l'heure actuelle, ça fonctionne parce que les bibliothèques contactent la librairie. La librairie qui n'a pas encore mon livre fait des recherches sur Internet et me trouve et me téléphone pour justement commander mon livre. Donc, c'est une belle stratégie que d'envoyer ces lecteurs à la bibliothèque et de leur demander de commander ton livre pour justement te faire connaître des librairies qui vont accepter de consigner ton produit parce que la demande est là. Tout va avec l'offre et la demande. Donc, cette stratégie-là mousse les ventes en bout de ligne. Ne fais pas juste en sorte que tu vas vendre un livre à la bibliothèque, mais va faire en sorte que tu vas faire connaître ton livre dans la chaîne du livre. Et ça va faire en sorte que tu n'auras plus besoin d'aller vers les librairies pour proposer ton produit. C'est les librairies qui vont venir à toi. Donc ça peut être une stratégie gagnante lorsque tu commences, que tu décides de faire l'autopublication ou d'ouvrir ta propre maison d'édition pour être capable d'entrer en librairie plus facilement puis dans les bibliothèques, tout simplement. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est ce qui a trait à la maison d'édition. Dans le domaine du livre, si tu fais des recherches sur Internet,
tu vas te rendre compte très rapidement qu'il y a des maisons d'édition qui s'appellent des maisons d'édition traditionnelles, qui est presque inaccessible pour des jeunes auteurs lorsqu'on commence. On a l'impression que c'est pas accessible. Il y a un autre type de maison d'édition aussi qui va mettre sur Internet des grands titres. Nous acceptons les jeunes auteurs, nous acceptons les nouveaux talents. Envoyez votre manuscrit, vous allez avoir une réponse dans 2 semaines. Et très souvent, on se pose la question, c'est quoi la différence entre ces 2 maisons d'édition-là? Suzy, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce que c'est des maisons d'édition avec des bonnes intentions ou je dois absolument éviter ça? En fait, il y a 2 types de maisons d'édition. Il y a ce que moi j'appelle les maisons d'édition traditionnelles, Québec Livre, Dauphin Blanc, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, des maisons d'édition traditionnelles qui va prendre ton manuscrit, qui va l'envoyer dans un comité de lecture, qui va soit accepter ton manuscrit ou pas, et qui va décider de défrayer tous les coûts qui va détourner du graphiste, la page couverture, des corrections de révision, et qui par la suite va vendre ton livre à toi-même à 50%, et qui va faire parvenir ton livre dans les librairies tout simplement. Donc ça, c'est ce que j'appelle les maisons d'édition traditionnelles. Mais vu que le marché est saturé, c'est certain qu'il y a toutes sortes de maisons d'édition qui ont vu le jour. Il y a eu d'autres alternatives qui ont été inventées justement pour aider la personne qui décide d'entamer l'autopublication à se publier plus facilement, à faire affaire avec des professionnels. Ces maisons d'édition-là, c'est ce que j'appelle des maisons d'édition à compte d'auteur. Dans ce type de maison d'édition-là, comme les maisons d'édition traditionnelles, ils vont te demander de leur faire parvenir ton manuscrit. Ils vont le faire acheminer un comité de lecture. Ils vont se poser la question, est-ce que ce livre-là est facilement mis en marché? Mais une fois qu'ils vont avoir pris la décision de t'auto-publier ou pas, c'est là que l'auteur va commencer à défrayer des coûts pour être capable justement de produire le livre. Donc, dans le type de maison d'édition à compte d'auteur, c'est l'auteur qui défraie les coûts de graphiste. C'est l'auteur qui défraie les coûts de correcteur, de personnes qui vont réviser. C'est certain que la maison d'édition à compte d'auteur, elle a son équipe, mais très souvent, ça peut te coûter quelques centaines de dollars, voire des milliers de dollars pour être capable de produire ton livre. Et dans le type de maison d'édition à compte d'auteur, par la suite, ils vont, comme les maisons d'édition traditionnelles, te faire parvenir en librairie auprès d'un diffuseur qui va t'amener à avoir des ventes en librairie, tout simplement. C'est certain que c'est plus facile d'être accepté dans une maison d'édition à compte d'auteur. C'est certain que tu vas travailler avec des professionnels. Contrairement à l'auto-édition, tu n'auras peut-être pas besoin de t'engager un graphiste, un correcteur, un réviseur. C'est leur équipe qui va s'occuper de tout ça. C'est certain qu'ils ont une certaine expertise, donc ils vont être capables d'envoyer ton produit un peu plus loin, de faire en sorte que ton produit va être de qualité pour les librairies. Mais tu dois quand même défrayer des coûts. Ce que tu ne fais pas auprès des maisons d'édition traditionnelles. Les 2 types de maisons d'édition vont te demander, règle générale, de signer un contrat d'édition avec eux. Dans le cas d'une maison d'édition traditionnelle, ce contrat-là va leur permettre de conserver tes droits d'auteur. Donc, c'est comme si tu vas remettre tes droits d'auteur à la maison d'édition traditionnelle qui va s'occuper de commercialiser ton produit. Dans le cas d'une maison d'édition à compte d'auteur, c'est l'auteur qui défraie les coûts, mais dans ton contrat d'édition, règle générale, tu vas quand même conserver tes droits d'auteur, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir une plus grande marge de manœuvre sur ton produit. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment du processus dans lequel tu peux t'aventurer. C'est comme l'autopublication versus la maison d'édition traditionnelle. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend de tes besoins, ça dépend du temps que tu as à mettre sur ton produit. Ça dépend de tes ambitions personnelles. Donc, je ne voulais pas te conseiller un ou l'autre à l'heure actuelle parce que ça, c'est un processus qui demande mûre réflexion, qui demande de prendre des décisions au fur et à mesure que ton produit avance, que ton projet s'achemine vers le chemin de la distribution, tout simplement. Par contre, je voulais t'expliquer la différence entre les deux. Si tu reçois une lettre qui accepte ton manuscrit et que ça va être gratuit, tu as plus de chances de faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle.
Versus si tu vas sur les moteurs de recherche et que sur la page couverture, c'est marqué « Nous acceptons les nouveaux talents, nous pouvons t'aider » et que tu reçois une réponse favorable et par la suite, dans le contrat d'édition, il t'envoie un montant de 1 000 €, 2 000 € ou 3 000 $ canadiens pour payer ton propre livre, mais sache que ça, c'est plus une maison d'édition de type à compte d'auteur qu'on appelle. Donc, je voulais juste aiguiller en ce sens-là en répondant à cette question-là parce qu'on me pose souvent cette question-là lorsque je travaille en collaboration avec des auteurs qui commencent dans le domaine. Une autre question qu'on me pose très souvent, c'est vraiment ce qui a trait au contrat d'édition. J'en ai parlé brièvement, mais on me pose la question, Suzy, avant de signer un contrat d'édition, qu'est-ce que je dois savoir? Est-ce que je dois faire attention ou au contraire, est-ce que je dois signer très rapidement mon contrat d'édition? Très souvent, que tu fasses affaire avec une maison d'édition traditionnelle ou l'autopublication, lorsqu'on reçoit une proposition, on est emballé, hein? On est prêt à prendre le papier puis le crayon puis à le signer très rapidement. Parce que ce contrat d'édition-là entre la maison d'édition et l'auteur, c'est ce qui va permettre en bout de ligne d'avoir notre livre dans nos mains. Souvent, on est découragé parce qu'on reçoit plusieurs refus. Donc, dès qu'on reçoit une proposition, on est prêt à l'accepter. On lit le contrat en diagonale, on émet notre signature et on le fait acheminer à notre maison d'édition. Au début, ça, c'est emballant. On a l'impression que c'est la bonne solution. Mais avant de signer un contrat d'édition, il faut que tu saches qu'un contrat, c'est comme un mariage. Hein? Ça lie deux personnes ensemble. C'est important de prendre le temps de lire le contrat. C'est important de dire à la maison d'édition qui a accepté notre produit, de dire « Je suis touchée, je suis honorée, je vous remercie, mais je vais prendre quelques jours pour le lire, je vais prendre quelques jours pour y réfléchir. Si j'ai des questions, je vais prendre le temps de vous poser mes questions et je vais attendre une réponse avant de signer le contrat parce qu'un contrat, on est lié avec notre maison d'édition. Et très souvent, on peut être lié pendant plusieurs années. C'est important de poser la question avant de signer un contrat d'édition. Est-ce que je vais conserver mes droits d'auteur en signant votre contrat? Comment est-ce que mon livre va être distribué? C'est quoi les efforts de promotion que vous allez mettre sur pied pour être capable de faire connaître mon livre? Comment est-ce que ça fonctionne pour le lancement? Est-ce que je vais avoir un petit montant pour être capable d'organiser un lancement avec les gens que j'aime? Ou non, est-ce que ça doit être à mes frais? Est-ce que vous allez faire acheminer mon livre auprès des journalistes? Est-ce que c'est moi qui va devoir faire communiquer mon communiqué de presse ou est-ce que c'est vous qui allez faire ces démarches-là? Tout ça, c'est des choses qui se négocient avec sa maison d'édition. Donc, c'est important de poser les bonnes questions. C'est important aussi de comprendre que ça se peut qu'en signant ce contrat-là, que tu aies ce qu'on appelle un droit de premier refus, un droit d'exclusivité. Donc, toutes ces clauses-là qui sont à ton contrat peuvent faire en sorte que lorsque tu vas écrire un deuxième livre, tu vas devoir continuer à travailler avec la même maison d'édition. Si l'expérience a été positive lors de la sortie de ton premier livre, tu vas être très content de faire affaire avec cette maison d'édition-là. Mais si tu as eu des pépins, si tu as eu des difficultés en cours de route, peut-être qu'en tant qu'auteur, tu vas avoir envie de faire affaire avec une autre maison d'édition. Donc, c'est important de poser la question, c'est quoi le droit de premier refus? Est-ce que je suis obligée de vous soumettre tous mes manuscrits à vie et que vous m'y refusez pour pouvoir faire affaire avec quelqu'un d'autre? Ou au contraire, est-ce que je garde mes libertés en fonction de ça? C'est certain, je ne suis pas notaire, je ne suis pas avocate, je ne peux pas donner des conseils qui sont précis en lien avec le contrat d'édition, même si je peux permettre à une personne de prendre des décisions objectives en leur transmettant mon expérience tout simplement. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un contrat, ça lie deux personnes. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est ton produit. C'est pas un produit que tu donnes à quelqu'un d'autre, c'est ton rêve à toi. Tu le partages avec des personnes, mais tu ne l'offres pas à une autre personne pour le laisser partir tout simplement. Donc, tu dois te protéger dans ton contrat. Et sache qu'un contrat, ça lie deux personnes. C'est un processus de négociation. Donc, si la personne croit réellement à ton produit, si la personne veut réellement le commercialiser, elle va répondre à tes questions, elle va prendre le temps que tu as besoin de réfléchir, puis elle va être capable d'y apporter des améliorations aussi. Un contrat, ça se négocie à deux.
Donc, en tant qu'auteur, tu as autant de pouvoir que l'éditeur et tu es capable d'y apporter certaines améliorations, d'abolir certaines clauses qui ne te conviennent pas, de demander que les promesses qui ont été dites verbalement soient écrites dans le contrat. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, c'est important que si ta maison d'édition dit « Oui, moi Suzy, je vais envoyer ton livre à tous les journalistes de ton quartier, je vais m'occuper, je vais m'assurer que tu as une belle visibilité dans la radio, je vais payer ton lancement, on va s'assurer que ton lancement fasse un boom médiatique, donc je vais payer ta salle. » C'est important que ce soit écrit dans le contrat. Parce que les paroles restent, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, c'est important que tout ce qui a été discuté soit écrit dans le contrat, tout simplement. Une autre question qu'on pose très souvent, qui va un petit peu dans la même orientation de protéger ses droits, c'est ce qui a trait aux droits d'auteur. Lorsqu'on me fournit un manuscrit, très souvent on me pose la question « Suzy, comment est-ce que je dois protéger mes droits d'auteur au quotidien? Comment est-ce que je dois m'assurer que personne ne va voler mon manuscrit parce que je l'envoie à différentes sources pour être accepté par une maison d'édition? » En fait, avant même d'envoyer un document, c'est important de comprendre que tu dois le protéger. Tu dois protéger tes droits d'auteur. Malheureusement, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ça se peut que tu envoies ton manuscrit à une maison d'édition et que la personne qui le reçoit soit malhonnête. Si tu es le seul à avoir lu ton manuscrit, si tu es le seul à connaître son contenu, et que tu ne te protèges pas de la bonne façon, malheureusement, ça peut arriver. C'est certain qu'on va prendre pour acquis que 90% des gens soient honnêtes, mais malheureusement, tu dois protéger ton manuscrit pour les 10% qui pourraient être malhonnêtes. Donc, premièrement, lorsqu'on envoie un manuscrit électronique, parce que c'est très souvent la nouvelle tendance, on demande aux auteurs d'envoyer leur manuscrit par courriel. C'est important de s'assurer que la personne qui va le recevoir ne puisse pas faire des changements à ton manuscrit. Ça va te protéger. La meilleure façon d'y parvenir, c'est d'envoyer ton document en PDF et non en format Word ou en format doc. Si tu envoies un document PDF, la personne ne pourra pas nécessairement faire des changements dedans et ça te permet de protéger ton manuscrit. Une autre recommandation lorsque tu fais parvenir ton manuscrit en version électronique, c'est de garder les traces de tes conversations que tu as avec ces personnes-là. C'est pas une bonne idée d'envoyer dans ta corbeille tes documents que tu envoies à des futurs éditeurs. C'est pas une bonne idée d'effacer ces documents-là. Au contraire, moi, je te suggère peut-être de t'ouvrir une boîte courriel qui va ne servir qu'à ça. Un compte Gmail, par exemple, qui est gratuit, dans lequel tu vas conserver toutes tes communications que tu as avec chacune des maisons d'édition. Non seulement ça va te protéger en cas de litige, mais ça va pouvoir te permettre, si jamais tu vois que ton livre est édité sans ton consentement, de pouvoir prouver que c'est ton manuscrit qui t'appartient. On ne veut pas se ramasser en cours avec notre produit, mais c'est important de le protéger de la bonne façon. Donc, lorsque tu l'envoies en format électronique, tu l'envoies en format PDF, dans un premier temps, tu t'assures que c'est une maison d'édition qui est plausible, qui est crédible. Tu n'envoies pas monsieur, madame, tout le monde là, sur les médias sociaux, de sorte qu'ils se partagent et que tu perds tes droits d'auteur. Et surtout, tu gardes les traces de ce que tu fais dans une boîte courriel qui va être destinée qu'à ça. Et en gardant les traces, ça va te permettre de pouvoir prouver des trucs en cas de litige dans le futur, tout simplement. En ce qui a trait à l'envoi des manuscrits papier, c'est certain qu'il y a un truc de grand-mère qui dit que tu mets ton propre manuscrit dans un enveloppe et tu te l'achemines par courrier recommandé tout simplement à toi-même, dans lequel tu vas signer. Cette enveloppe-là, tu la gardes cachetée et tu la conserves dans un endroit qui est à l'abri du feu, donc un coffre de sécurité, et tu le conserves au cas où il arrive quelque chose. C'est un bon départ. C'est certain que c'est une stratégie que moi je te recommande fortement, que de t'envoyer ton propre manuscrit par courrier recommandé, de le signer, de garder l'enveloppe cachetée dans un endroit à l'abri du feu au cas où il arriverait quelque chose. De toute façon, si tu fais affaire avec une maison d'édition, ils vont te demander de garder une copie de ton manuscrit au cas où il arriverait quelque chose. Donc ça, c'est une bonne stratégie à mettre sur pied. Mais encore, d'après moi, ce n'est pas suffisant.
Donc, au Québec, il existe une association qui s'appelle la StarTech. STARTEC, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Ça coûte environ 20 $. C'est une association professionnelle et je pense que c'est même le gouvernement qui gère ça, ou en tout cas c'est une OSBL, donc une société à but non lucratif. Et tu fais acheminer ton manuscrit et pour environ 20 $, ils vont être capables de le conserver dans leur édifice. Et ça va te permettre d'avoir une tierce personne qui va pouvoir confirmer que ton manuscrit est bien le tien. Donc ça aussi, c'est une façon de se protéger tout simplement. Lorsque tu vas avoir ton livre papier, ça va être important de s'assurer que ce soit marqué dans ton livre, si tu fais toi-même l'autopublication de ton livre, que tous les droits de reproduction sont interdits, sauf selon ton consentement écrit. C'est important aussi dans ton manuscrit que tu envoies à ta maison d'édition de marquer ça, que c'est ton idée, que c'est ton produit, que tu n'autorises pas les reproductions sans ton consentement. Et ça te protège aussi, encore une fois, d'une façon plus facilement. C'est certain que lorsque tu vas avoir ton produit dans les mains, lorsqu'il va être fini, il va être plus protégé parce que tu vas devoir faire ce qu'on appelle une étape de dépôt légal. Tu vas faire parvenir aux archives de la Bibliothèque nationale de ta région certaines copies de ton livre. Et une fois que ça s'est acheminé, bien, ça va te permettre de le protéger parce que ton livre, il va être acheminé dans des endroits qui vont être légaux. Il va être à l'abri du plagiat et de toutes sortes. C'est certain que les droits d'auteur, malheureusement, avec les médias sociaux, avec l'accessibilité à Internet, sont plus difficiles à protéger. C'est pour ça que c'est important, tant que ton livre n'est pas protégé, de ne pas faire un grand post sur ta page Facebook avec 10, 15 puis 20 pages de ton livre en annexe que les gens pourront partager, mais ça ne va comme pas protéger tes droits d'auteur. Donc, c'est certain que de mettre sur pied une stratégie promotionnelle sur les médias sociaux, mettre quelques extraits, ça va mousser les ventes de ton livre. Mais c'est important de ne pas en mettre trop non plus, de ne pas le rendre accessible avant même que ton livre soit sur les tablettes de librairie ou soit à vendre. Parce que malheureusement, il y a peut-être ça va créer un désintéressement chez les gens. Ils vont dire pourquoi je vais l'acheter, j'ai déjà lu 25 pages sur les médias sociaux. Mais deux aussi, ça va te permettre de conserver tes droits d'auteur plus intacts, plus facilement, tout simplement. Donc, les droits d'auteur, il ne faut pas en devenir fou, mais il faut quand même faire attention parce que malheureusement, il y a des gens qui sont malhonnêtes et il y a des gens qui pourraient tenter de vouloir les voler. Et ce n'est pas ce qu'on veut parce que lorsqu'on réalise notre rêve, on veut protéger ses acquis, on veut protéger ses droits, puis on veut s'assurer d'avoir toute la crédibilité et tout le succès qu'on mérite, que ce soit notre nom qui soit marqué sur le livre et non le nom de quelqu'un d'autre parce qu'on se serait fait voler malheureusement notre manuscrit. Donc, il ne faut pas en devenir excessif, mais c'est quand même important de faire attention et de protéger son envoi lorsqu'on le fait acheminer à des tierces personnes, tout simplement. Je vais passer à un autre registre parce qu'on me pose souvent des questions en lien avec les corrections et les révisions d'un manuscrit. Il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils me contactent, qui me disent « Suzy, moi, je ne suis pas la meilleure personne en français. J'ai des qualités linguistiques, mais je ne suis pas enseignante en français, puis j'en fais des fautes d'orthographe. Vu que je n'ai pas beaucoup de budget avant d'engager des correcteurs et des réviseurs, je vais acheter un logiciel, par exemple le logiciel Antidote, et je vais faire corriger mes propres fautes d'orthographe à mon manuscrit. » Et on me pose cette question-là en lien avec ces fameux logiciels-là. Suzy, est-ce que ces logiciels-là sont fiables? Est-ce qu'ils corrigent réellement toutes nos fautes d'orthographe? En fait, c'est certain que ce type de logiciel-là va t'aider à améliorer ton français. Va te le dire s'il pense qu'il manque une virgule à quelque part ou un point. Va t'indiquer en mettant une petite ligne rouge en dessous que ton mot devrait être au pluriel et que tu l'as mis au singulier. Ça va t'expliquer aussi si tu mets un espace de trop ou si tu as fait une erreur de frappe d'inattention, ça va te l'indiquer. Par contre, c'est faux de penser que si on fait affaire avec un logiciel comme Antidote, par exemple, que notre manuscrit ne va pas avoir de faute d'orthographe. La pire erreur que tu pourrais faire en tant que personne qui voudrait entamer une étape de projet de livre en autopublication, ce serait de corriger toi-même ton manuscrit avec un logiciel de type Antidote et de le faire parvenir à un graphiste et à un imprimeur pour avoir un produit en 3 dimensions.
parce que ton produit risque de ne pas être de qualité parce qu'il va être encore ce qu'on dit en bon québécois, bourré de fautes. Donc, c'est une bonne piste de réflexion à avoir un logiciel. Ça peut t'aider en tant qu'auteur à améliorer ton français parce que tes fautes d'orthographe sont soulignées. Mais un logiciel, ça a un peu ça fait un peu le même travail que si tu décidais d'écrire un texte à la main, un brouillon, et que tu décidais de le corriger toi-même avec un dictionnaire pour après être capable de le réécrire au propre. Donc, c'est un très bon outil, mais il y a quand même des bémols. Et un logiciel, mais c'est pas parfait, c'est pas une tête d'un être humain non plus. Ça se peut que le logiciel te demande de mettre ton mot au pluriel. Ça se peut que ton logiciel te dise que tel mot n'existe pas, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas fait les mises à jour, c'est peut-être parce qu'il ne comprend pas le sens de ta phrase, mais ça se peut que les corrections que ton logiciel t'apporte soient erronées aussi et que ton logiciel te fasse faire des fautes d'orthographe. Donc, c'est important, après avoir travaillé ton manuscrit à l'aide d'un logiciel, de demander à une ou deux personnes de ton entourage qui est bon en français, ça peut être des gens que tu paies, ça peut être des bénévoles, mais de réviser ton texte et d'améliorer tout ça dans le but d'avoir le moins de fautes d'orthographe possible lorsque tu vas présenter soit ton manuscrit à une maison d'édition ou lorsque tu vas engager des professionnels pour corriger ton manuscrit pour être capable d'en faire un produit fini de qualité sans faute d'orthographe, tout simplement. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est qu'on a l'impression que pour entamer des démarches d'autopublication, ça coûte plus cher que de faire affaire avec une maison d'édition professionnelle et traditionnelle. Les gens me disent « Suzy, je veux travailler avec une maison d'édition traditionnelle, même si moi j'ai l'impression que j'aurais plus de profit en faisant l'autopublication, parce que ça coûte moins cher faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle, parce que c'est eux qui défraient les coûts de main-d'œuvre, d'imprimerie, donc mon produit va me coûter moins cher. » Donc, on me pose cette question-là. Suzy, est-ce que ça coûte plus cher faire l'autopublication que de faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle? En fait, si on se fie à court terme, c'est certain que le fait de faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle, ça va te coûter moins cher. Parce que tu n'auras pas besoin de défrayer les coûts d'impression, tu n'auras pas besoin de défrayer les coûts de correction, de révision, de graphisme. Donc, si on prend pour acquis ces variables-là, c'est vrai que ça coûte moins cher faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle. Par contre, si on regarde le projet à moyen terme puis à long terme, parce que c'est certain qu'en tant qu'auteur, on veut rentabiliser le processus. Ça va coûter environ la même chose si tu décides d'entamer l'autopublication versus la maison d'édition traditionnelle en termes de coût. C'est sûr qu'en termes de temps, en termes de profit, c'est très différent. C'est toutes des décisions auxquelles tu devras te déposer et dire c'est quoi la meilleure orientation pour moi. Par contre, à moyen et à court terme, à long terme, ça va te coûter à peu près les mêmes coûts que tu décides de faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle ou d'entamer l'autopublication. Une autre question qu'on me pose très souvent, c'est la question des coûts de départ versus l'autopublication ou bien la maison d'édition plus traditionnelle. En fait, on me pose la question, Suzy, est-ce que ça coûte plus cher d'autopublier mon livre versus si je décide de travailler auprès d'une maison d'édition plus traditionnelle? C'est certain qu'au départ, on peut avoir l'impression de faire affaire avec une maison d'édition plus traditionnelle va nous coûter moins cher. Parce que ces experts-là vont non seulement défrayer les coûts de graphisme, de photographe, de correction et de révision, mais vont aussi défrayer les coûts d'impression, les coûts de distribution pour être capable de distribuer ton livre dans les librairies. Donc, c'est certain, de prime abord, on a l'impression que ça va nous coûter moins cher que l'autopublication. Par contre, faire des démarches d'autopublication à court et moyen terme, ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Parce que c'est certain que, oui, je suis d'accord, si tu décides de faire l'autopublication, tu vas payer toi-même tes correcteurs, tu vas payer tes réviseurs, tu vas payer ton graphiste, tu vas payer tes frais d'impression. Par contre, en bout de ligne, si tu veux distribuer plus que 10 ou 20 livres à ton entourage, mais ton livre, là, il va te coûter beaucoup moins cher une fois qu'il va être en 3 dimensions si tu décides d'entamer l'autopublication. Donc moi, mon premier livre a été édité auprès d'une maison d'édition traditionnelle. Mon deuxième livre, j'ai pris la décision d'ouvrir ma propre maison d'édition.
Donc, j'ai défrayé tous les coûts qui ont été liés à l'impression, à la correction, à la mise en page, au graphisme, à la page couverture. Et en bout de ligne, à l'heure actuelle, pour environ 100 copies, j'en suis environ à 2000 $, que ce soit la maison d'édition traditionnelle versus ma propre maison d'édition. La raison étant que ton livre, tu vas le payer beaucoup plus cher une fois qu'il va être dans une maison d'édition traditionnelle que ce que ça en coûte réellement pour le faire imprimer. Donc, les coûts de main-d'œuvre, tu les payes juste une fois. Donc, au départ, c'est certain que ça coûte plus cher faire l'autopublication. Par contre, si ça coûte 2-3 $ du livre d'imprimer versus 10 $ avec ta maison d'édition traditionnelle, en bout de ligne, ce sont des coûts qui vont s'équivaloir. Donc, moi, je te recommande fortement de ne pas déposer ta décision en lien avec cette variable-là, de dire je vais choisir la maison d'édition traditionnelle parce que ça coûte moins cher au départ, mais plutôt sur quel type de chemin tu veux prendre. C'est quoi la meilleure option pour toi? Qu'est-ce qui va te permettre de mettre sur pied tes stratégies d'une façon plus simple? L'autopublication ou la maison d'édition traditionnelle, tout simplement. Parce qu'en bout de ligne, pour avoir le même nombre de copies, à un moment donné, dans le temps, ça va s'équivaloir et même que ça se peut qu'à un moment donné, si tu regardes le profit que tu vas te faire versus tes dépenses que ça va te coûter pour produire ton livre, ça se peut que ça devienne plus rentable, l'auto-édition, que l'édition traditionnelle et vice-versa, tout simplement. Donc, on ne base pas notre choix final sur une option plutôt qu'une autre sur le simple sur le simple fait que ça va te coûter moins cher faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle à court terme versus l'autopublication, mais on prend des décisions en tenant compte de d'autres variables tout simplement. C'est certain, j'ai ouvert une maison d'édition récemment. Les gens me posent la question depuis que j'ai ouvert ma maison d'édition. Suzy, est-ce que c'est difficile si je décide d'ouvrir ma propre maison d'édition ou si je décide d'entamer les étapes d'autopublication, de trouver un distributeur, de trouver un diffuseur qui va être capable de faire parvenir mon livre en librairie? Est-ce que c'est difficile d'entrer dans le réseau alors qu'il y a déjà beaucoup de compétitions, il y a déjà beaucoup de maisons d'édition traditionnelles? En fait, je vais être honnête aujourd'hui et je vais te dire que c'est certain que c'est difficile lorsqu'on est une jeune maison d'édition d'avoir accès au réseau traditionnel, de trouver un diffuseur, un distributeur. Parce que malheureusement, dans le domaine de l'édition, comme dans beaucoup de domaines, c'est tissé serré. Les gens travaillent en étroite collaboration. Les gens, ils ne veulent pas plus de compétiteurs. Les gens, ils veulent s'assurer de conserver une part de marché. Donc, c'est certain que c'est plus difficile de trouver un distributeur et un diffuseur. Par contre, ça se fait. J'en suis la preuve vivante. Dans quelques semaines, je vais avoir une réponse favorable d'un réseau, d'une maison de diffusion, distribution. C'est certain que lorsque j'ai téléphoné Prologue, lorsque j'ai téléphoné Les Grands, c'est plus difficile. On m'a dit oui, mais c'est difficile. Le marché du livre est saturé. Tu dois nous présenter un beau projet, quelque chose de viable, quelque chose de solide. Mais il existe des alternatives. Il existe des maisons de distribution, des maisons de diffusion, comme Distribulivre, comme d'autres qui sont un peu plus petits, mais qui ont accès aux librairies. De nos jours, il existe toutes sortes d'alternatives. Il y a des maisons de diffusion comme Hachette qui acceptent d'imprimer les livres à l'unité et de les faire parvenir à la librairie. Tout est dans la stratégie promotionnelle, tout est dans la stratégie marketing. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et sache que c'est de plus en plus facile d'avoir accès à des maisons de diffusion, d'avoir accès à des maisons de distribution avec Internet. C'est de plus en plus facile d'être capable de vendre ses livres via le web. C'est de plus en plus facile d'avoir un best-seller, même si on ne fait pas affaire avec une librairie. Donc, tout ça, c'est possible. C'est juste à toi de mettre sur pied les bonnes stratégies promotionnelles dès le départ. Aussi, les librairies ne sont pas complètement fermées à recevoir ton livre, même si tu ne passes pas par un diffuseur, distributeur. Donc, c'est possible, si tu ouvres ta maison d'édition, justement, de faire affaire avec les librairies, d'offrir ton livre en consignation dans certaines librairies, dans les 16 régions du Québec, par exemple, et d'avoir des ventes en bout de ligne. C'est possible. Tout est dans la stratégie marketing. Tout est dans la confiance en soi, tout est dans la façon que tu vas présenter ton produit. Tout est dans le courage, dans la confiance en toi que tu vas démontrer
Tout est possible, mais ça demande de l'effort encore une fois. Donc, c'est faux de croire que parce que tu ouvres ta maison d'édition, tu vas être automatiquement en librairie, que les distributeurs, diffuseurs vont t'accueillir les bras ouverts. Mais c'est faux de croire aussi que c'est impossible, parce que c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Et c'est toujours possible aussi de te trouver des plans B, des plans C qui vont te permettre justement d'avoir accès à un réseau de distribution qui va être différent des librairies, mais qui va permettre à tes lecteurs idéaux de tenir leurs livres dans leurs mains. J'en suis la preuve vivante et c'est pour ça que j'ai décidé de me consacrer davantage à des réseaux de distribution qui sont non traditionnels. Dans mon cas, ce sont des gîtes, ce sont des auberges, ce sont des hôtels, ce sont des spas, des fleuristes, des salons de coiffure. C'est le réseau de distribution que j'ai décidé de solliciter et jusqu'à présent, ça apporte des résultats qui sont favorables et positifs. Donc, c'est à toi en tant que future maison d'édition, en tant que futur auteur qui entame l'autopublication, de faire preuve de créativité pour justement être capable de réaliser ton rêve et de dépasser tes limites et d'avoir un livre à succès sans nécessairement passer par le réseau traditionnel. Une autre question qu'on me pose très souvent, puisque je suis une experte en organisation de lancement, c'est ce qui a trait au lancement du livre proprement dit. On me pose la question souvent, est-ce que Suzy, c'est nécessaire de faire un lancement de livre? Est-ce que moi, en tant qu'auteur, je suis obligée d'organiser un lancement de livre? La réponse est non. Tu n'es pas obligé d'avoir un lancement de livre. C'est pas parce que tu organises un lancement de livre que tu vas faire plus de ventes en bout de ligne si c'est ta seule stratégie marketing. Un lancement de livre, c'est pas nécessaire pour avoir un livre à succès. Par contre, c'est pas mal agréable pour être capable de célébrer avec les gens qu'on aime. À la base, un lancement de livre, c'est rien d'autre qu'une célébration. C'est rien d'autre qu'une célébration dans laquelle tu vas prendre ton livre dans tes mains, tu vas réunir les gens que tu aimes, puis tu vas le présenter au monde entier. Un lancement de livre, tu le fais avant tout pour toi. Tu le fais avant tout pour célébrer. Tu le fais avant tout parce que tu vas avoir du plaisir. C'est certain que dans ton lancement de livre, tu vas vendre des livres, tu vas le faire connaître auprès des médias. Tu vas avoir une stratégie promotionnelle. Mais d'organiser un lancement de livre juste parce que c'est soi-disant obligatoire, ça ne va pas t'apporter de notoriété. Si tu décides d'organiser un lancement de livre, tu dois le faire à la base avec le cœur. Tu dois le faire en prenant les bonnes décisions, puis tu dois l'arrimer surtout avec une belle stratégie promotionnelle qui va te permettre de le faire connaître, ton livre. C'est à ça que ça sert un lancement de livre. C'est gratifiant pour soi, c'est passionnant, c'est palpitant de faire un lancement de livre, mais ça demande de l'énergie aussi, ça demande de la logistique, ça nécessite des coûts de location de salle. Donc moi, je le recommande fortement. Dans l'optique où est-ce que ça va te permettre de célébrer avec les gens que tu aimes, ça va te permettre de mettre une stratégie promotionnelle puissante qui va te permettre de mousser tes livres lors de ton lancement de livre. Mais si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas le réseau, si tu n'as pas envie nécessairement de célébrer avec tous les gens que tu aimes, c'est pas nécessaire de faire un lancement de livre. Il existe d'autres stratégies que tu peux mettre sur pied pour être capable de faire connaître ton livre à un plus large public, tout simplement. Bref, le lancement de livre, c'est une option qui est fort intéressante, mais ce n'est pas nécessaire d'en faire un pour être capable de t'assurer le succès de ton produit. Toujours en lien avec le lancement de livre, on me pose la question, Suzy, est-ce que c'est rentable un lancement de livre? Est-ce que je vais faire beaucoup d'argent si j'organise un lancement de livre? Si on regarde en termes de notoriété, en termes de crédibilité, en termes de publicité gratuite dans les journaux, en termes de visibilité au niveau des médias traditionnels comme la télévision, la radio, c'est hyper payant d'organiser un lancement de livre. Si tu rédiges ton communiqué de presse de la bonne façon, si tes invitations sont intéressantes, si ta salle apporte une ambiance qui est vraiment bien choisie, qui est bien arrimée avec ton produit, si ton lancement de livre met ton produit en valeur, c'est certain que ça va être agréable. C'est une belle stratégie et ça peut être rentable en bout de ligne. Mais il faut prendre en considération aussi qu'un lancement de livre, tu ne vas pas vendre nécessairement des livres à tout le monde. Ça se peut que tu dois défrayer des coûts de location de salle. Même si ta salle est gratuite, ça se peut que tu dépenses de l'argent en alcool, ça se peut que tu dépenses de l'argent en cocktail, en petits canapés. Donc, un lancement de livre, c'est coûteux. Donc, en termes de coûts, ce qu'on veut, c'est pas rentabiliser son lancement de livre, mais c'est d'en arriver
à ne pas avoir des dépenses supplémentaires, c'est d'arriver au minimum à faire zéro profit, mais pas de perte financière. Mais c'est certain qu'un lancement de livre, ça peut être favorable pour plein de stratégies publicitaires. Donc, en termes d'argent, c'est pas nécessairement hyper rentable, mais en termes de notoriété, en termes de visibilité, en termes d'humain, de quelque chose qui se passe entre des humains qui ont travaillé en étroite collaboration ensemble, en termes de remercier tes correcteurs, de remercier tes réviseurs, d'inviter tes partenaires principaux, c'est hyper payant d'organiser un lancement de livre. Ce qui est important, c'est de l'organiser de la bonne façon. Et dans le cadre d'une autre vidéo, je vais donner des trucs, je vais donner des astuces qui vont te permettre de prendre une bonne décision si tu organises un lancement de livre ou pas, mais aussi de l'organiser de la bonne façon pour qu'il soit crédible, ton lancement de livre, et qu'il y ait un impact favorable et positif pour la commercialisation et la promotion de ton livre, tout simplement. Donc ça a été les questions et les réponses aux questions plus techniques qu'on me pose. Maintenant, c'est certain que lorsqu'on fait affaire à moi, on le sait que je suis une complice de projet d'écriture, on le sait que je suis fondatrice d'un beau programme qui s'appelle le programme Édito, et on me pose aussi plein de questions qui ont trait aux différents services que j'offre. La principale question qu'on me pose, c'est « Suzy, moi, ça m'intéresse de faire affaire à toi, mais c'est quoi mes options? De quelle façon est-ce que je peux travailler main dans la main avec toi pour être capable de réaliser mon projet et d'être capable, encore une fois, de tenir mon livre dans les mains? » En fait, il existe 3 types d'options pour être capable de travailler en étroite collaboration avec moi. La première option, c'est la plus simple, c'est de travailler en coaching privé. Donc, c'est certain que j'ai juste 40 heures de travail par semaine comme tout le monde, mais j'accepte de faire de la consultation privée 1 pour 1 avec des auteurs et j'accepte de faire partie de chaque étape du processus du projet de livre. Donc ça peut être une option envisageable. Et si ça t'intéresse, je vais t'inviter à m'écrire tout simplement. Ça va être la meilleure façon d'obtenir de l'information. La deuxième option, c'est ce que j'appelle mon option abordable. C'est tout simplement de faire partie de la belle communauté du programme Édito, dans lequel je vais t'enseigner vraiment de A à Z comment mettre sur pied ton produit, dans lequel tu vas avoir accès à un groupe de soutien, dans lequel je vais répondre à tes questions, mais dans lequel c'est un programme de formation dans lequel tu vas pouvoir cheminer une étape à la fois. Dans le cadre de la prochaine vidéo, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que ça fonctionne le programme Édito. Donc, je ne veux pas m'y attarder, mais sache qu'à l'heure actuelle, c'est la solution la plus abordable pour être capable de travailler en étroite collaboration avec moi et d'avoir accès à mes services. Il existe une troisième option aussi qui est intéressante, c'est ce que j'appelle partir en escapade avec Suzy Champagne. Moi, je suis fondatrice aussi d'une entreprise qui s'appelle Escapade Répit Bonheur. Donc, chaque année, je pars avec des groupes d'auteurs, un 4 à 5 jours dans lequel on s'isole dans un chalet qui est magnifique, dans un décor qui est enchanteur. On part en escapade ensemble et on écrit, et on rédige, et on travaille sur notre produit et notre projet de livre, tout simplement. Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de donner tous les détails de ça, mais si jamais ça t'intéresse, je t'invite à consulter mon site internet. Je t'invite à me contacter. Ça va me faire plaisir de te donner de l'information sur les prochaines escapades pour auteurs qui vont partir prochainement. Ils sont très en demande, mais ils partent environ entre 3 et 4 fois par année. Donc, il y a quand même une belle option qui s'offre à toi, tout simplement. En lien avec le programme Édito, il y a des gens qui me posent la question, qui sont intéressés par le programme, mais qui me posent la question, Suzy, si je décide de faire partie de l'aventure, si je décide de travailler avec toi et de consommer ton programme Édito, de faire partie de l'équipe, et que est-ce que c'est nécessairement juste pour les personnes qui veulent faire de l'autopublication ou est-ce que ça s'adresse à tous les types d'auteurs? Rassure-toi, le programme Édito ne s'adresse pas juste aux gens qui veulent faire de l'autopublication. Le programme Édito, ça s'adresse à tous les auteurs. Ça s'adresse autant à ceux qui veulent faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle, mais qui ont besoin d'un coaching au début pour écrire, pour être capable de débloquer leur idée, pour être capable d'avoir du feedback constructif puis de mettre une stratégie qui est gagnante aussi. Parce que c'est pas parce que tu fais affaire avec une maison d'édition traditionnelle que tu vas avoir un best-seller, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Le programme Édito, ça s'adresse aussi aux personnes qui vont vouloir entamer un processus d'autopublication puis qui ne savent pas comment s'y prendre. Le programme Édito, souvent on me pose cette question-là aussi, est-ce que ça s'adresse juste à des auteurs débutants
Ou si j'ai déjà écrit un livre, est-ce que je peux faire affaire avec toi? Rassure-toi, le programme Édito, ça s'adresse à tous les auteurs. Ça s'adresse à ceux qui veulent aller plus loin. Ça s'adresse à ceux qui veulent mettre sur pied une stratégie marketing qui est viable, qui est efficace. Ça s'adresse à ceux qui ont des questions au niveau stratégique, mais ça s'adresse aussi à ceux qui ont des questions au niveau de l'impression, au niveau de la conception, au niveau de l'écriture elle-même. Donc, le programme Édito, ça l'enseigne réellement de A à Z comment mettre sur pied ton projet de livre. Et c'est pour ça que ça s'adresse autant aux débutants qu'à l'intermédiaire qui désirent aller plus loin, qui désirent peut-être, tout comme moi, de passer de la maison d'édition traditionnelle à ouvrir sa propre maison d'édition ou à entamer les étapes d'autopublication. Peu importe le produit que tu veux mettre sur pied, que ce soit un roman, un livre de développement personnel, que ce soit un livre de poésie, une pièce de théâtre, les étapes sont les mêmes. Tu dois écrire, tu dois conceptualiser ton produit, tu dois procéder à l'impression ou bien à mettre sur un livre numérique, tu dois le promouvoir ton livre. Et c'est ça qu'Édito fait. Ça l'enseigne vraiment de A à Z comment tout faire ces 4 étapes-là. Comment s'assurer que notre livre, on va le tenir dans nos mains, puis à un moment donné, on va en être fiers tout simplement. Donc, au cours des 4 dernières vidéos, tu as conscience que tu as obtenu beaucoup de valeur. Moi, là, pour être capable d'avoir accès à toute l'information que je viens de t'enseigner au cours des 4 dernières vidéos, a fallu que j'aille à l'école. A fallu que j'écrive un premier livre. A fallu que je fasse des démarches sur Internet, des démarches auprès des maisons d'édition traditionnelles, des recherches. A fallu que j'engage des experts, des coachs qui m'ont aidé étape par étape comment faire tout ça. A fallu que je prenne des formations de perfectionnement. A fallu que je fasse des essais, que je fasse des erreurs, que je dépense des centaines, voire des milliers de dollars pour être capable justement de te donner ces stratégies-là, de te donner ces enseignements-là. Je l'ai fait avec mon cœur avant tout pour te permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, pour être capable de répondre aux questions qu'on pose le plus fréquemment, mais aussi pour t'aider un pas à la fois à être capable de le mettre sur pied ton projet de livre. J'espère que tu en as tiré de la valeur ajoutée. J'espère que ces 4 vidéos-là t'ont été bénéfiques. J'espère que ça t'a donné le petit élan, la petite flamme qui va te permettre de prendre ton livre, là, ton projet, puis de le concrétiser un pas à la fois. Tout ça, je l'ai fait gratuitement, mais tout ça, ça a une valeur. Ça a une valeur en termes de temps parce que tu as économisé beaucoup de temps en écoutant mes vidéos. Ça a une valeur en termes d'argent aussi. Ça a une valeur en termes de crédibilité, de notoriété. Tout ça, je t'ai offert avec mon cœur. Au cours des prochains jours, je vais te faire une offre. Cette offre-là n'est pas pour tout le monde. Mais cette offre-là est faite avec mon cœur pour ceux et celles qui voudront continuer. En fait, dans le cadre de la prochaine vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment tu peux faire pour être capable de joindre les rangs. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir accès au programme Édito? Soit dit en passant, est le programme le plus abordable qui existe à l'heure actuelle pour les auteurs qui veulent concrétiser leurs rêves, qui veulent tenir enfin leur livre dans leurs mains et qui veulent en être fiers, qui veulent être capables de prendre les bonnes décisions étape par étape pour être capables de le concrétiser, de le matérialiser et de réaliser enfin leurs rêves. Un rêve, ça ne doit pas rester dans une tête, ça ne doit pas rester dans un cœur, ça doit se matérialiser. Si tu rêves d'être auteur depuis tant d'années, si tu as un manuscrit qui traîne dans tes placards que tu veux présenter au monde entier, ou si tu as été refusé par une maison d'édition et que tu veux quand même entamer un plan B, bien sache que le programme Édito va probablement être pour toi. Donc, dans les prochains jours, je vais te faire une offre. Cette offre-là est faite avec le cœur. Elle n'est pas pour tout le monde, mais elle peut être pour toi. Donc, garde les yeux bien grands ouverts, lis tes courriels, parce que dans les prochains jours, tu vas recevoir une offre de moi qui, j'espère, va t'aider à concrétiser et à réaliser ton rêve, d'avoir enfin ton livre dans tes mains, d'en être fier. Donc, merci et à bientôt.